l'énergie que je viens d'évoquer, que ce soit le solaire ou l'hydroélectrique, ou on a même comment dire, on a le gaz, on a comment dire des matières fossiles conséquentes qui sont découvertes de plus en plus chaque jour. Donc en tout cas le Cameroun a les potentialités pour faire un mix énergétique. Maintenant qu'on a fait l'état des lieux global, quel est l'état des lieux sous Paul Biya? L'état des lieux sous Paul Biya, c'est qu'on a de vieux barrages comme Son Loulou, l'un des plus anciens. On a des barrages, des momies de barrages, Son Loulou, Lac d'eau, des choses comme ça. Et après, on a les barrages de Paul Biya, qui certains ne fonctionnent pas du tout. Le barrage de Mekin, qui n'avait que 15 mégawatts à produire, qui a produit quelques mégawatts pendant quelques instants, et qui après s'est retrouvé à l'arrêt. On nous dit oui, la maintenance, oui, il faut réhabiliter. Il a quand même coûté environ 35 milliards, évidemment. Il y a le barrage de Mainvelle dont on nous a dit non, il va résoudre le problème du Cameroun. Ça va vraiment être la solution à nos problèmes. On a 211 mégawatts qui vont venir. Bon, on est plusieurs années plus tard après la mise en service présumée. On est toujours à moins de 90 mégawatts sur les 211. Comme on dit, la sorcellerie est camerounaise. On a maintenant, après Mainvelle, ils nous ont dit, bon, voici le dernier des barrages qui va vraiment tuer la mort. Nachtigal, 420 mégawatts de prévu. On attend, on nous dit au début, vers le milieu de l'année 2023, que bon, finalement, ce sera reporté à 2024, et ça a été repoussé comme ça 1000 milliards de fois. En 2024, on nous dit, bon, au mois d'août, c'était quoi, mois de juillet, juin, juillet, août, je sais plus trop exactement, la première turbine est mise en exploitation. On dit, bon, ici, le barrage va fournir dans un premier temps 60 mégawatts, et après, quelques mois plus tard, vers le mois d'août, il va fournir 60 mégawatts supplémentaires, dont ça va aller à 120. Et à la fin de l'année, on sera arrivé aux 420 mégawatts du barrage de Nachtigal. Bon, la fin d'année 2024 est passée depuis, ça fait déjà presque, enfin, ça fait presque un mois, ça fait 19 jours. On attend toujours les 420 mégawatts du barrage de Nachtigal. Ça c'est toujours attendre. Voilà l'état des lieux sous Paul Biya, où les barrages et les fruits ne tiennent pas la promesse des fleurs. Ça fait que le Cameroun, dont en termes d'approvisionnement électrique, est très inégalement nourri. Et même dans les régions où on vous dit il y a le courant, ben c'est ça l'arnaque, on dit 60 à 70% du Cameroun a accès à l'électricité, ça sonne très bien, mais même dans les 60-70% là, les gens qui ont accès à l'électricité de manière permanente, genre du lundi au vendredi, il y a peut-être que 10% dans les 70% là. Ça fait donc que la majorité des Camerounais, donc près de 90% des Camerounais, n'ont pas accès à l'électricité de manière continue en l'espace d'une seule semaine. Que tu sois à Yaoundé, que tu sois à Douala, où que tu sois, l'électricité se coupe comme des yeux qui clignotent. Aujourd'hui, tu es là tranquille, tu es devant ton match de foot, au moment où Vinicius est en train de dribbler, et Neo te dit tu ne vas pas voir cette action, on va seulement te raconter ça demain. Et voilà, donc c'est le quotidien permanent des Camerounais du Cameroun. Même à la fin de l'année, le 31 décembre, les gens ont passé le 31 décembre dans le noir. Donc voilà un peu l'état des lieux sous Paul Biya. L'arnaque, on vous dit les chiffres en disant que bon, voici la fourniture énergétique, mais dans la réalité, au niveau de la fourniture permanente, seul un faible pourcentage de la population en bénéficie. L'État du Cameroun a cédé donc l'énergie à des entreprises étrangères, c'est-à-dire Eneo. À l'époque, on avait donc la Société nationale d'électricité Yeso Aïdjo, qui a été cédée en 2001 à l'américain AES, pas l'Alliance des États du Sahel, non, AES, voilà. Donc l'American Electricity Society, quelque chose du genre. Et donc AES lui-même dans les bruits a cédé en 2014 au groupe Actis, c'est un groupe britannique, Actis qui est actionnaire majoritaire et qui maintenant, ben voilà, a créé la filiale locale Eneo, énergie noire et obscure, qui dont vous fout la misère actuelle. Donc le Cameroun a cédé. Moi, je suis toujours contre le fait qu'on cède des pans aussi importants du développement du pays à des entreprises privées. En France, c'est EDF qui gère l'électricité, parce que ben, c'est quand même les arcanes stratégiques de l'État. Donc, la première mesure préconisée, c'est que l'État reprenne en charge la fourniture électrique et que même si il y a un partenariat public-privé, parce que dans le programme du MRC, nous aimons beaucoup les partenariats public-privés, on s'arrange quand même à être actionnaire majoritaire. Tu ne peux pas laisser l'autre prendre des décisions. Tu ne peux pas reprendre l'autre prendre des décisions à l'intérieur de ta structure d'une telle importance. Donc, le partenariat public-privé doit être un partenariat où l'État a le dernier mot. Et maintenant, qu'est-ce que nous on va réaliser donc au MRC?
On va simplement consolider les acquis dans un premier temps, c'est-à-dire renforcer la fourniture au niveau de l'énergie hydroélectrique dans les barrages, les moderniser, les finaliser et permettre à ce qu'ils fournissent ce qui a été produit. Et qu'est-ce que cela ça implique? Ça implique un toilettage financier réel, un audit transparent. Pourquoi est-ce que malgré les milliards qui ont été versés, les barrages n'ont pas le rendement qui était prévu? Le barrage de Nachtigal, par exemple, coûte comment dire proportionnellement, environ 3 fois plus cher que le barrage de Sassandra, le barrage de Soubré en Côte d'Ivoire sur le fleuve Sassandra, qui il produit combien 275 mégawatts à peu près, a coûté, je n'ai plus les sommes ici en mémoire, mais quand tu compares au barrage de Nachtigal, tu réalises que si on avait réalisé le barrage de Nachtigal avec, comment dire, si on réalise le barrage de Nachtigal dans les mêmes proportions financières que le barrage de Soubré, on pourrait réaliser 3 fois le barrage de Nachtigal, parce que Soubré, relativement, a coûté moins cher. Donc si on leur avait donné aux Ivoiriens l'argent que nous, on a utilisé, près de 800 milliards pour le barrage de Nachtigal, et ils auraient réalisé 3 barrages de Soubré avec ça. Et ce ne sont pas des petits barrages. Le barrage de Soubré fait 4 kilomètres de long, là-bas en Côte d'Ivoire. Mais il a coûté bien moindre, toute proportion gardée, que ce que nous a coûté le barrage de Nachtigal. Donc si eux, ils avaient eu ces sommes-là, ils auraient fait 3 fois ce barrage-là, qui nous a fait construire un seul barrage qui d'ailleurs n'est pas finalisé. Donc ce que nous, on va faire, c'est un audit financier donc pour déterminer un peu l'utilisation des fonds, les coupables, l'argent qui a été stocké, si c'est récupérable, si c'est été volé. Et maintenant, comme notre projet, les mesures sont interconnectées, je ne veux pas t'expliquer ici comment on va dégager les finances qui vont nous permettre de financer nos infrastructures. Ce serait très long, mais à travers déjà la réduction du train de vie de l'État, on fait énormément de marge avant même de chercher à savoir comment solliciter les marchés financiers ou ce genre de choses. Donc, avec l'argent comment dire, l'argent alloué à l'énergie, on modernise donc et on finalise les structures préexistantes. C'est ce que j'appelais consolider les acquis, de manière à ce que les barrages qui doivent fournir 211 mégawatts comme un veut fournissent effectivement 211 mégawatts. Les barrages qui doivent fournir 420 mégawatts comme Nachtigal fournissent 420 mégawatts. Parce que là, c'est une question de gestion de fonds. Normalement, tout était, enfin, tout était, c'est-à-dire les fonds étaient suffisants pour réaliser cela. D'où l'exemple en Côte d'Ivoire où ça coûtait moins cher, mais c'était quand même finalisé. Donc, le problème est sur la gestion des fonds, les gens qui se sont engraissés au lieu d'utiliser l'argent pour ce à quoi il aurait servi. Voir également si nous avons des marges financières après y avoir fait tout ça pour financer notamment les panneaux solaires. Et là, ça dépend de 2 choses. Est-ce qu'on peut faire du made in? Mais là, ça implique des solutions à moyen terme, comment dire, financer la recherche, mettre sur pied des instituts de travail pour étudier justement l'énergie solaire, pour étudier la mécanique du photovoltaïque, faire venir nos Camerounais ingénieurs de la diaspora qui sont en Allemagne, au Canada, partout, et qui ont étudié ces filières, mais ça demande qu'on leur garantisse des salaires conséquents, des logements conséquents, des conditions de travail conséquentes, pour qu'ils viennent nous faire profiter de leur savoir. Ça demande également qu'on puisse, si on veut produire du made in, évidemment qu'on puisse envoyer des gens étudier, des fortes têtes dans le domaine, étudier dans les universités appropriées à l'étranger, un peu comme les Chinois l'ont fait pour venir implémenter la technologie chez nous, pas parce qu'on va la leur donner, mais parce que idéologiquement, ils seront nourris du logiciel de la copie, comme l'ont fait les Chinois. Faut pas avoir honte pour matérialiser chez nous ce qu'ils auront vu ailleurs. Ça demande vraiment d'être pensé. Maintenant, si on ne veut pas faire du made in dans un premier temps, et que c'est dans le cadre d'une coopération, il s'agira de nouer les partenariats avec des pays qui, eux, produisent les panneaux solaires, qui, eux, ont du know-how dessus, et voir dans quelle mesure on peut profiter d'une coopération avec eux pour, dans un premier temps, fabriquer de manière conjointe les panneaux solaires chez nous. L'Allemagne, bon, les Européens font un peu peur ces derniers temps. La Chine, par exemple. La Chine, elle est là pour le business. Si tu n'es pas malin, elle t'écrase. Mais si tu es malin, vous êtes tous gagnants et elle n'intervient pas dans ton processus politique. Donc, c'est un très bon partenaire et ils sont très bons dans les panneaux solaires. Donc, voilà, ça peut être la deuxième mesure, la deuxième mécanique. Au niveau du transport de l'électricité, parce que c'est aussi un autre secteur, l'État du Cameroun avait récupéré la filière transport, la Sonatrel. Il avait récupéré des mains de Eneo en disant que nous on va gérer. Je ne sais pas s'ils ont récupéré parce qu'ils voulaient profiter de la manne financière dedans, je ne sais pas, mais en tout cas, on n'a pas constaté un changement notable. Au contraire, même,
on se retrouve dans des situations où l'énergie a beau être produite, dont déjà l'énergie dans les barrages n'est pas produite dans les proportions qu'il faut, mais même quand elle est produite, au niveau du transport, ce n'est pas tout à fait ça. Les transformateurs de stockage parfois sont défectueux. Les circuits, les lignes de haute tension qui doivent transporter l'électricité du barrage jusque dans les villes qu'il doit desservir sont défectueuses. Les pylônes électriques dans les villages, dans les localités, au moindre orage, ça tombe parce que l'argent qui est mis dedans, enfin l'argent qui est censé être mis dedans, bah c'est utilisé à d'autres fins. Il y a quelques mois, je crois que c'était à la fin de l'année 2023, il y a quelques mois, oui, à peu près il y a plus d'un an, ou même moins, les autorités camerounaises ont fait une réunion avec les bailleurs de fonds internationaux, le FMI, où il y a eu une enveloppe que le FMI avait prévu de débloquer environ 300 millions de dollars pour moderniser le secteur énergétique du Cameroun à rembourser sur 30 ans. Je ne sais plus si c'était 300 millions ou 30 milliards, je ne sais plus exactement, mais à rembourser sur 30 ans. J'ai été effrayé quand j'ai vu cette annonce parce que je me disais, si Paul Biya et sa bande restent au pouvoir, ils vont prendre cet argent pour aller se payer des voyages en avion et aller regarder le match du Barça Real à Bernabeu ou à Barcelone, et ils ne vont pas moderniser le chantier électrique. Donc, dans 30 ans, nos enfants vont se retrouver déjà sans électricité, mais en plus à rembourser un argent qui n'a même pas servi à moderniser le circuit existant. Et ils auront encore besoin de trouver de l'argent pour, après y avoir remboursé, moderniser l'électricité. Donc, là aussi, on doit travailler, on va travailler justement à financer effectivement la modernisation du matériel préexistant et qui est déjà absolument vétuste. Donc, c'est un peu grosso modo les mesures au niveau des structures qui existent déjà. Maintenant, au niveau des structures innovantes, on veut prendre, comme j'ai dit, les zones du Cameroun qui ne demandent qu'à être exploitées. Les éoliennes, on peut même les faire en offshore. Le golfe de Guinée, c'est, en tout cas, au niveau du Cameroun, on a environ 400 kilomètres de côte. On peut faire des éoliennes en offshore qui ne gênent personne au niveau des eaux territoriales camerounaises et qui nous permettent, voilà, de profiter des forts vents qu'il y a en haute mer sans que, bref, les éoliennes ne perturbent d'une certaine façon les paysages naturels à l'intérieur du pays. Et ça n'empêche pas de faire aussi dans des zones peut-être qui peuvent être pertinentes dessus également, en onshore, les mêmes éoliennes sur les territoires et de profiter aussi des vents qu'il y a parfois, voilà, dans certaines localités du Cameroun. Mais tout cela demande des financements, et comme j'ai dit, le mécanisme de financement, on a plusieurs mécanismes de financement divers. Je ne sais pas si ta question se penchait là-dessus aussi. Je me dis, si je dois détailler ça ici, ce serait un peu long, mais j'ai pris un petit élément pour montrer, en disant que bon, à travers, par exemple, la réduction du train de vie de l'État, vu les milliards qui le brassent, on fait des économies incroyables. Le ministre de l'administration territoriale, par exemple, le ministère, avait dans sa loi des finances, dans la loi des finances de 2025, l'argent qui sert à Paul Atanganji à acheter le Moulinex pour broyer les gens, c'est 42 milliards de francs CFA. Là-dedans, il y a indiqué que 6 milliards de francs CFA seront dédiés à l'investissement et 39 milliards au fonctionnement de l'administration. Tu vois, on est en pleine sorcellerie, donc 39 milliards sur 42 milliards, donc 97% des fonds vont servir juste à payer les costumes de Paul Atanganji, ses bons de carburant, ses voyages, pour qu'il aille intimider les Camerounais partout sur le territoire. Il n'y a que 3 milliards pour l'investissement, ça n'a aucun sens. Normalement, si un pays faisait l'inverse et mettait 3 milliards pour le fonctionnement et 39 milliards pour l'investissement, bah, s'ils n'ont pas besoin d'argent pour investir, nous, on peut utiliser cet argent et le réinjecter dans la filière électrique pour financer à peu près les domaines que je viens d'évoquer. Donc, sans s'éterniser, je ne suis pas expert électrique, hein, mais j'espère quand même que, enfin, tu me diras si, au niveau quand même de l'aperçu, tu as pu prendre quelque chose, même si je suppose que tu resteras sur ta faim. Non, 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 non. Sincèrement, je m'attendais pas à une explication aussi profonde, à des connaissances aussi, je peux dire, à des connaissances très approfondies sur le domaine, parce que c'est un domaine que j'ai énormément étudié, étant étudiant en master dans le domaine des énergies renouvelables en Italie. J'ai beaucoup étudié aussi le domaine au Cameroun. Donc, c'est vrai que la question aussi était plus sur les mécanismes de financement, mais l'explication en elle-même me rassure sur la politique du parti, et j'adhère complètement à la vision. Merci beaucoup encore. Je suis largement satisfait de la réponse. Ok, j'espère aussi, vous me direz en commentaire si également, c'était pas facile, hein, c'est des questions techniques, c'est des questions, c'est pas vraiment
domaine d'activité, on essaye on essaye en tout cas de vous prouver que nos MRC, on ne parle pas en l'air, on a une idée de notre programme, on a une idée de ce qu'on propose aux Camerounais, on ne vient pas là et faire du charlatanisme. Donc, voilà. Qui devait donc intervenir par la suite après toi, je ne sais plus. Désignez-vous, en tout cas celui qui désactive son micro peut intervenir. Alors, c'est sa question. monsieur, je suis là, Network. Ok, vas-y, chef. Je vous salue, je vous remercie et je vous encourage. Je nous souhaite tous la bonne santé, la longévité, la prospérité et surtout un grand pouvoir, la puissance pour bâtir pour avoir la victoire, parce que vous êtes là pour les Africains. L'autre fois, j'ai occupé ici à peu près 4 heures de temps. Je demande si tu es du Mali, le frère. Si je suis du Mali, je demande, c'était pour savoir. Non, je suis de la Guinée-Conakry. Et puis ma question resterait sur Guinée. Merci, je suis de la Guinée-Conakry, je vis aux États-Unis ici, je suis un immigrant. Tu n'as même pas de papier d'abord, mais vraiment, je ne dirais pas tous les Africains, mais toute la jeunesse africaine doit vous accompagner comme ça. Ce n'est pas seulement de dire de venir dans votre panel alors, s'ils sont jaloux, parce que la jalousie peut passer même entre des imos. Mais au moins, si on avait des professeurs ou des maîtres ou bien des docteurs, ou bien au moins qui ont eu leur licence par une capacité de mérite, s'ils devaient faire comme vous, et par exemple Ubuntu en train de faire pour nous, billahi, on peut même pas qualifier d'apprécier ça. Ça, c'est appréciable. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est les jeunes qui viennent ici à dire que M. Wilfred est là pour vendre son livre, même si vous êtes là seulement pour vendre votre livre. Ça, c'est important pour l'humanité. Et on est là de prendre les livres des Babyloniens, des histoires qui sont falsifiées pour nous faire fixer à leur trajet et oublier qu'on doit sortir dans cette misère qu'ils nous ont menée. Parce qu'ils ont trouvé notre parent avec la civilisation, avec leur loi, avec leur démocratie, avec leur dignité. Ils sont venus déstabiliser tout ça. Ils sont là à nous donner des choses, mais c'est la jeunesse là qui m'inquiète. Et maintenant, si on compte, les Africains sont à peu près à 500 millions d'habitants, à peu près peut-être. Et jusqu'à quand que les Africains vont accepter de se manipuler comme ça? Je vous ai kiffé aussi tout à l'heure le Sénégalais qui s'y portait, par exemple, parce qu'il vient du Sénégal. Moi, je m'en fous de ça. Je viens de la Guinée, mais c'est l'Africain, c'est l'Afrique. C'est ce qui me convient. Moi, c'est pour l'Afrique que je vais. J'ai envie que mon pays, oui, progresse et va avoir des bonnes... Mais moi, je souhaite ça à l'Afrique. Parce que c'est très choquant, même si ton pays va bien et un pays de voisins ne va pas bien. Par exemple, Mali a la guerre là-bas et nous, on est de la Guinée. L'aéroport se trouve dans notre pays. Ça, c'est pitié. Nous, les Africains, je m'adresse à nous, les jeunesses. Par exemple, moi, j'ai pas gagné de diplôme. Mais maintenant, des gens qui ont gagné des diplômes, qui sont là à supporter les Français ou supporter ceux qui supportent les Français. C'est pas normal. Les Français doivent laisser la terre de l'Afrique. Si on va s'en sortir, parce que ma question serait dans ça. La solution, comment encourager la jeunesse et comment faire maintenant la guerre contre la France pour que la France soit au sérieux de laisser l'Afrique. Et ces opposants qui sont là à caresser les militants pour dire que je chercherai les Français jusqu'à tu montes au pouvoir et tu fais maintenant le trajet des Français. On va tous vous déstabiliser. Ce n'est pas nous, hein, c'est le pouvoir de Dieu. Dieu, à chaque fois, il change la manière dont la vie s'est faite sur Terre. La Terre ne change pas, oui, il n'y a pas de problème. On la creuse, on bâtit des montagnes, on fait tout. Mais la Terre est là, le ciel est là, ça ne change jamais. Mais c'est la façon de la vie qui fonctionne qui va changer la vie. Alors l'Afrique, nous, regardons l'Afrique. L'Afrique est tellement riche. Seulement le Congo peut développer toute l'Afrique. Seulement la Guinée, la terre de la Guinée-Conakry peut développer toute l'Afrique de l'Ouest. Seulement le Gabon. Imaginons à ça. Regardez comment les Libyens vivaient. Regardons comment les Libyens vivaient. Je ne dirais pas qu'il a tout fait, hein, mais il avait donné du tout le droit de leur humanisme sur leur terre. Et nous, la jeunesse, on est là à critiquer comme les Wilfred, comme les Ubuntu. Ça me fait pleurer.
Ça me fait pleurer, je pleure dans mon cœur. L'autre fois, c'est pour cela que j'ai aimé votre page. Vous parlez ce qui est sophistique dans l'histoire et ce qui est réel. Et d'autres sont là à dire que M. Wilfred est là à faire son livre. Son livre-là est important pour toi qui est là, qui est écrit. Si tu es jaloux, va acheter le livre et tu vas le lire. Tu verras. Parce que moi, je parle français par rapport à lire les Jeunes Afrique. Moi, je me suis basé sur Jeune Afrique pour comprendre comment m'exprimer dans le français. Sinon, je n'ai pas approfondir les titres. C'est comme ça. Mais maintenant, moi, j'ai envie de parler pour ma Guinée. Ma Guinée a une zente. Une zente, soi-disant, formée par les Français. Et je vois la vision des Français vers la Guinée. On a des tueries là-bas, des kidnappings et de l'insistement à enfermer les gens. Jusqu'à présent, on n'a pas entendu le Français en train de parler. Mais nous les Africains, nous les Guinéens conscients, on est en train de parler, donner des solutions. Mais seulement, je vais avertir la France, s'ils ne parlent rien jusqu'à dire nous change le régime là, ils vont mobiliser toutes ces clics et claques. Même l'ambassadeur de la France va quitter la Guinée un jour. Ça, je vais dire ça. Si un Français est en train de m'écouter ça, même si tu es nègre, si tu es français, écoute-moi bien. Maintenant, je donnerai mes questions à la fin. Je suis tellement content de me donner la parole. Alors, j'ai envie que vous allez agrandir pour que la jeunesse africaine comprenne quelle position on doit prendre. Et on ne parle pas de l'intellectualité. Parce qu'il y a des intellectuels africains qui sont très bêtes à l'instant qui accompagnent la gente de la Guinée en train de faire ce qu'ils veulent. Et ils sont là à défendre. On leur demande. Donc on a enfermé par exemple M. Aliouba, l'insistement. Ils ont demandé ça à Ousmane Gawal. Si on posait la question par exemple à un Kaba ou à un Condé, on allait dire c'est un Malinké ou c'est un Soussou. Mais c'est un Peul alors. C'est un Peul qui est enfermé à insistement et c'est un Peul qu'on a questionné. Il dit lui il ne connaît pas. Si la justice a dit qu'il doit être en prison, il doit être emprisonné. Et avant il était là à se battre pour l'injustice de la Guinée. Mais aujourd'hui comme maintenant il est dans le bateau, il a goûté ce qu'il va goûter. Je ne sais pas si c'est le sang qu'il a bu, mais maintenant il est là à supporter l'injustice. Et maintenant, de sensibiliser la jeunesse africaine, parce qu'il y a d'autres Africains qui sont là, qui sont tellement panafricains, mais ils ne savent pas s'exprimer. Par exemple, dans les panels, ils écoutent seulement, même écrire des bons commentaires, ils ne peuvent pas. Mais maintenant, encourager les jeunesses, par exemple la jeunesse, les ouvriers, les mécaniciens, tout Africain qui n'aime pas les blancs chez nous, comment donner la solution pour eux aussi. Ils vont avoir le courage de se manifester peu à peu, sans violence, même s'ils savent trouver des violences, parce que la liberté, la plupart, c'est accompagné par la violence des fois. Mais conscientement, du tout, je vais dire. Et maintenant, et c'est quoi ta question, le frère? C'est quoi ta question? Merci. Voilà. Comment encourager la jeunesse africaine pour être un des vrais panafricains, de laisser tomber, de supporter les Français ou ceux qui supportent les Français. Et deuxièmement, par exemple, c'est nous en Guinée, comment faire pour chercher la gente chez nous? Parce qu'on ne voit pas de ce qu'il avait dit dans sa charte, aucune promesse est tenue. Et il est, probablement, il est avec les Français. Comment avoir la solution? Si vous allez nous expliquer. Je m'excuse de monopoliser trop la parole. Vraiment, je vous encourage. Bonne chance et longue vie à nous. Que l'Afrique gagne. Très cher frère, ok, d'accord. Alors déjà pour commencer, et là je m'adresse à tout le monde, même à ceux qui sont ici, vous avez remarqué, je n'ai pas parlé de mon livre depuis, je n'ai même pas mentionné, il est 22h40, j'ai commencé la conférence à 19h, donc depuis environ 4 heures de temps, je n'ai pas parlé de mon livre une seule fois. Je réponds aux questions avec profondeur sur des domaines divers et variés dont certains ne sont même pas mon domaine. Moi, je le fais par amour pour le continent, par pédagogie, et en sachant d'ailleurs le type de peuple que les Camerounais ou que les Africains sont. Je l'ai dit récemment, toi le frère de la Guinée, tu as certainement été présent dans la conférence justement que j'ai menée, où quelqu'un m'a carrément dit en commentaire, toi tu viens berner les gens pour vendre ton livre. Vous voyez, on est en train de faire un travail assez ingrat. Nous prenons du temps pour éduquer des gens. Ils sont 400 à nous écouter parfois. Quand je fais une conférence et que je parle seul, ils sont parfois 2 fois plus nombreux sur les sujets de l'ASI. Dernièrement, il y a une semaine, ils étaient 920 personnes à m'écouter, carrément. C'était aussi la même chose en tout début d'année, là, le 3 janvier. Ils étaient aussi 900 à m'écouter. Et à la fin, tu dis, bon, maintenant, comme vous aimez m'écouter, puisque vous aimez ce que je dis, vu que vous êtes connectés, vous êtes 900 à 3 heures du matin. Si vous voulez en savoir plus, voici les livres que j'ai écrits sur la campagne politique au Cameroun ou les livres éducatifs. Donc voilà, écrivez-moi sur la messagerie pour avoir un exemplaire dédicacé ou commandez un exemplaire sur TikTok.
Euh, bon, on a l'habitude, hein, même actuellement c'est le cas. Il y a 400 personnes qui m'écoutent et à la fin, quand tu as fini de parler, quand ils ont fini de t'écouter, il y a personne qui songe à venir prendre ton livre. C'est-à-dire, tu réalises que même les Africains, même ceux qui t'écoutent dans leur inconscient collectif, acheter un livre, si en fait, comment dire, se faire piéger, se faire arnaquer, se faire... Par contre, il y a une facilité à acheter la bière, le whisky. C'est-à-dire, quelqu'un, s'il y avait 20 personnes qui m'écoutaient et que je vendais le whisky, j'aurais une clientèle de 19 personnes sur les 20. Mais là, il y a 400 personnes et comme c'est le livre que je propose, bah, évidemment, sur les 400 personnes, bah, il y a pas quelqu'un. Ils le savent, même ceux qui écoutent, mis à part ceux qui ont déjà pris le livre, ils écoutent très bien jusqu'au moment où on leur dit, bah, prenez le livre. Donc, ça, c'est, ne t'en fais pas, cher ami de la Guinée-Conakry. Je suis habitué, quand on est africain, on se dévoue pour un peuple, on se dévoue pour une cause. On sait que ce peuple-là, en fait, nous met plus les bâtons dans les roues que ceux-là même qui lui font du mal. C'est pour ça que tu m'as vu ne pas trop. J'ai expliqué ça dans le cadre pédagogique ce jour-là. C'était pas pour me plaindre, oui, quand je disais que l'Afrique va émerger le jour où les Africains vont arrêter de penser que celui qui achète le livre est un escroc et que celui qui achète la bière, c'est que, enfin, que celui qui vend le livre est un escroc et que celui qui vend la bière, c'est, voilà, il faut lui dire merci. Or, pour l'instant, quand tu achètes le whisky, tu dis carrément merci au barman. Or, tu lui as payé. Mais tu lui dis merci quand il te tend la bouteille. Mais celui qui achète le livre, celui qui vend le livre, tu lui dis littéralement, ah, j'achète ton livre, pourquoi? Or, c'est dans le livre qu'il y a le devenir de la génération qui vient. Mais je faisais remarquer que justement, la photo est là parce que c'est ma photo de profil sur Facebook pour rechercher et avoir un peu une posture, comment dire, une posture qui cadre avec le sujet, de quelqu'un qui répond aux questions sur une affaire d'analyse. J'ai pris cette photo-là, mais les 400, les 350, 400 personnes qui nous écoutent sont mes témoins. Depuis 4 heures, je n'ai pas parlé du livre. Cela dit, si vous achetez le livre, j'en serais très heureux. Mais je me suis déjà mis dans la tête que les Africains, en général, tant que c'est gratuit, ils peuvent t'écouter, te trouver génialissime, il n'y a qu'à voir les commentaires qu'on fait à mon égard. C'est très bien, c'est très intéressant, c'est très... Mais quand tu vas dire, bah, le livre ne coûte que 20 euros, écrivez-moi un message et prenez le livre, bah, finalement, c'est comme si tu as soudain un nouveau public. Donc, comme ce n'est plus les mêmes personnes, celle qui a doublé toutes tes analyses sur des secteurs divers et variés, bah, finalement, tu ne les reconnais plus. C'est-à-dire, limite, ils ont hâte que tu finisses de parler de ton livre, et comme ça, tu reviens sur la pédagogie que tu leur dis si gratuitement. Donc ça c'est d'un. De deux, bon, pour revenir à ta question en elle-même, comment chasser la junte guinéenne? On va d'abord aller sur la remarque. Moi-même, je ne comprends pas Mamadi Doumbouya. C'est le seul coup d'État parmi les 4 coups d'État qu'il y a eu dans la zone qui me laisse perplexe jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'un coup d'État, pour moi, je n'ai rien contre les coups d'État, ça dépend du type de coup d'État. Il y a des coups d'État révolutionnaires, même la France qui se veut républicaine, elle n'a pour héros que des putschistes. Le premier putsch s'est déroulé, bon, c'est un putsch démocratique, mais c'est un putsch quand même, une révolution populaire. En 1789, la chute de Louis XVI, ils ont quand même décapité Louis XVI, c'est pas rien. C'est-à-dire, le 21 janvier 93, on l'a décapité, 80, et après, 80, 80, oui. Et après, Marie, comment elle s'appelle, Marie-Antoinette, sa femme, au mois d'octobre de la même année, on l'a décapité. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment des gens qui ont déjà décapité le roi n'ont aucun scrupule à décapiter la reine également? Est-ce qu'ils n'ont pas d'humanisme en eux et tout? Bref, ils ont réalisé un putsch citoyen, certes, mais avec beaucoup de barbarie. Et leur fête nationale, c'est le 14 juillet, date de la commémoration justement de la prise de la Bastille, qui marque le point de départ de la Révolution française. Leur deuxième héros, c'est Napoléon, un esclavagiste qui a réinstauré l'esclavage dans les colonies, notamment les pays noirs d'outre-mer, alors que la fameuse révolution avait aboli l'esclavage. Et leur troisième héros, c'est le général de Gaulle, qui est aussi arrivé au pouvoir, surtout pas par des élections. Donc voilà, c'est relatif dans cette histoire de putsch, et c'est les mêmes qui ont soutenu le putsch en Ukraine en 2014 contre Viktor Yanukovych. C'est d'ailleurs les mêmes qui viennent de soutenir le putsch de Mahmoud al-Joulani en Syrie contre Bachar al-Assad. Donc, moi, je suis aussi comme eux, je n'ai rien contre les putschs tant que ce sont des putschs révolutionnaires. C'est pour ça que Thomas Sankara est un héros à mes yeux. C'est pour ça que Ibrahim Traoré est un héros à mes yeux, parce que ils ont mené des putschs avec une idéologie politique derrière. Même Jerry Rawlings, l'homme qui a conduit le Ghana vers la félicité, l'homme qui a fait du Ghana un grand pays,
l'homme qui a redonné vie au Ghana après les années Kwame Nkrumah, le plus grand homme, le plus grand Ghanéen de l'histoire après Kwame Nkrumah, bah, il est arrivé au pouvoir en 79 par un coup d'État. Donc voilà. Moi non plus, je n'ai rien contre les putschs, mais il faut que je sache l'idéologie politique qu'il y a derrière. On a vu l'idéologie politique de Kwame Nkrumah, la souveraineté, la consolidation de l'économie, le niveau de vie amélioré, l'infrastructure, c'était génial. Et du coup, les Ghanéens n'ont pas eu de problème à le voir quand il est parti du volet militaire au volet civil et qui s'est fait élire, cette fois démocratiquement, dans les années 90, jusqu'en 2001, voilà. Donc, et aujourd'hui, il est célébré comme un héros, et c'est un héros national. Donc, ça ne me dérange pas. Pareil Sankara, pareil Ibrahim Traoré, mais voilà, ça ne me dérange pas parce que je sais où ils vont. Les autres ont créé l'Alliance des États du Sahel, la charte du Liptako Gourma, ils ont mis les principes dedans, ils ont dit article 6, défense permanente. Chez Doumbouya, j'attends. Déjà, je n'ai pas compris comment lui, il n'a pas rallié l'Alliance des États du Sahel. Mais tes voisins directs viennent de rejoindre un paradigme très intéressant qui fait que si, demain, tu te fais y attaquer, tu es défendu par les autres pays, lui, il ne s'est pas mêlé là-dedans. Lorsque comment dire, le Niger renégocie les contrats de l'uranium au niveau de la mine de Imouraren en disant à la France que l'exploitation ne te revient pas si tu ne l'exploites pas de manière à ce que nous aussi on soit gagnants, ou si tu ne la mets même pas en marche tout